Bonsoir à toutes et à tous. Alors, à la demande express donc, des camarades de Poitiers, donc sur l'écoféminisme, qui est, on va dire, un courant, même si c'est plus compliqué que ça, assez mal connu, bon, assez décrié, mais avec lesquels... voilà, ça vaut la peine d'entrer en dialogue. C'est toujours intéressant d'essayer d'élargir sa réflexion à des choses qu'on ne connaît pas forcément très très bien. Donc voilà, alors ce qu'on appelle l'écoféminisme, c'est pas forcément déjà que des femmes qui se réfèrent à l'écoféminisme, déjà, première difficulté. Et puis, c'est des origines diverses, des multiples. Alors, pour prendre dans l'ordre ou pas dans l'ordre, peut-être ce qui est un tout petit peu le plus connu et qui, en tout cas, revendique l'étiquette d'écoféminisme, c'est un mouvement politique qui s'est déroulé principalement aux États-Unis, dans les années 80, mais qui est directement issu d'une sorte de bouillonnement. Nous, on a tous en tête mai 68 et puis ce qui a suivi mai 68 en France et puis aussi dans une partie de l'Europe, mais il faut avoir en tête qu'aux États-Unis aussi, à ce moment-là, il y avait un bouillonnement de contestation, de remise en cause de la société, de remise en cause du système, et puis en particulier, il y avait une articulation sur les questions évidemment de guerre, mais aussi entre féminisme et écologie. Et donc c'est un peu dans ce contexte-là qu'a eu lieu très très grave accident, la catastrophe nucléaire de Three Mile Island, le 28 mars 1979 en Pennsylvanie, bon, qui a provoqué un véritable choc. Bon. Et c'est un peu en réaction à cette industrie de mort, à cette industrie nucléaire, qui a eu intervention, réaction de militantes féministes, et en particulier un groupe de militantes féministes qui ont fait une première réunion autour de femmes et vie sur la Terre, en gros, qu'il y ait les deux questions. Et dans la foulée de ça, elles ont fait une des actions les plus spectaculaires qui a été ce qu'on appelle la Women's Pentagon Action, qui était en gros une action d'encerclement du Pentagone. C'était le 17 novembre 1980 et qui était une forme d'action, mais un truc qu'on n'avait jamais vu. Du point de vue de la forme, du contenu, de la mise en scène, de ce qui était exprimé, c'est-à-dire qui était une action qui était directement donc, contre le Pentagone, c'est-à-dire directement la puissance armée, militaire, y compris nucléaire des États-Unis. Et donc c'était cette manifestation extrêmement festive, extrêmement émotive, extrêmement visuelle, avec des marionnettes, avec des danses, avec des chants, et avec quelque chose qui exprimait aussi l'émotion, la peur, la colère, mais en gros des choses qu'on dit peu dans les manifestations. Dans les manifestations, souvent on dit des choses plus raisonnables, si vous voyez ce que je veux dire, avec des mots d'ordre, bon, mais pas du tout. C'était quelque chose d'un genre complètement nouveau. Et puis elles ont refait ça, mais c'était quand même une manifestation de plusieurs milliers de femmes. Hein. C'était pas juste un petit truc, 3 ou 4 dans un coin. Donc il y a eu ça, qui a donné un peu l'acte de naissance de cet écoféminisme-là, c'est-à-dire de lien étroit entre le féminisme, l'antimilitarisme et l'écologie. Et puis alors complètement ailleurs, en Angleterre. Et là, c'était sur un peu autre chose. Les plus anciens se souviennent peut-être qu'il y a eu à cette époque-là, au début des années 80, toute une discussion autour de l'installation de missiles nucléaires en Europe. C'était vrai en Allemagne, c'était vrai aussi en Angleterre. Et il y avait toute une mobilisation anti-guerre
C'est largement ce qui a donné naissance, par exemple, au mouvement des Verts en Allemagne, contre l'installation de ces missiles nucléaires. Et entre autres, il y a un endroit qui s'appelle Greenham Common, qui est en Angleterre, où il y avait la volonté, bon, c'est déjà un terrain militaire, mais de stationner des Pershing. Et là, il y a eu des centaines de femmes, des féministes, des pacifistes, des anarchistes, des antinucléaires, qui ont organisé les blocages des sittings, des camps, un camp qu'elles ont appelé elles-mêmes écoféministes, contre l'installation de ces missiles, un camp qui a duré de 81 à 2000, donc qui a duré quasiment 20 ans. Bon. Et là encore, avec une symbolique extrêmement forte, hein, d'une mobilisation de femmes qui en gros défendaient la terre, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'environnement contre les militaires, contre les missiles, contre le nucléaire. Donc ça c'est un autre courant encore là inscrit dans autre chose, hein, qui était le mouvement anti-guerre de ces années, de début des années 80. Et puis quand on parle d'écoféminisme, on parle aussi de autre chose encore, qui sont toute une série de mobilisations, qui sont des mobilisations de masse en défense de la terre, de l'eau, de la forêt ou contre les pollutions. Et donc là, en vrac, mais c'est toujours des mobilisations extrêmement massives. On va avoir ce qu'on a appelé le mouvement Chipko. Là, c'est en Inde, et c'est une mobilisation en défense des forêts. Et c'est y compris antérieur à ce que je viens de vous raconter. Hein. C'est un peu pour la logique de l'exposé. Ça, c'est dans les années 70. Il y a eu des programmes de déforestation en Inde. Bon, et il y a eu des mobilisations de femmes indiennes, de femmes du village vivant à côté de ces forêts. Le mouvement, il s'appelle Chipko, parce que Chipko, dans la langue de cette région-là, ça veut dire étreinte. Et en fait, le mode d'action des femmes, ça a été de s'attacher, d'étreindre les arbres pour empêcher la déforestation. Je reviendrai après sur cette mobilisation. Et puis, on a eu un certain nombre de mobilisations contre des barrages. Le plus connu, c'est Narmada en Inde encore. Et puis, on a eu une mobilisation aux États-Unis, là, qu'on a appelé la mobilisation de Love Canal, canal de l'amour, qui était pas du tout de l'amour, puisque c'était le projet de déversement, enfin pas le projet seulement, les déversements de déchets toxiques dans ce canal, donc pollution des ressources en eau, et puis pollution atmosphérique, et ça a signé le début de quelque chose qui allait devenir quelque chose de très très important, qui est le mouvement pour la justice environnementale aux États-Unis, qui est pour l'essentiel un mouvement composé de femmes, beaucoup de femmes noires, de femmes issues des classes populaires, et qui étaient un peu les héritières des mouvements pour les droits civiques, hein, des mouvements contre les discriminations raciales, et puis un certain nombre de femmes latinos ou de femmes blanches des classes populaires dans des mouvements de défense comme ça, locales, contre des pollutions, et puis autour des questions de l'espace public urbain, etc. Bon, avec une constatation, c'est que si on veut voir là où il va y avoir des rejets toxiques, là où il va y avoir des stockages de déchets, eh bien il suffit de regarder où vivent majoritairement les populations noires, les populations pauvres, les populations latinos. Et les femmes ont été très très présentes et sont encore très très présentes dans ces manifestations. Et donc, il y a un peu une discussion sur cette situation, sur la présence extrêmement importante des femmes dans ces mobilisations. Et c'est Vandana Shiva, qui est une féministe, une éco-féministe indienne, sans doute à peu près la plus connue de celles qui se revendiquent de l'écoféminisme, qui, elle, quand elle raconte cette histoire du mouvement Chipko, donc le premier dont je vous parlais, celui de l'étreinte comme ça des armes, elle dit... C'est un combat de femmes parce qu'en Inde, c'est les femmes qui faisaient vivre leur famille en travaillant dans les collines, en travaillant dans la forêt, et qui donc étaient directement attachées à ces forêts. Elles ne se sont jamais appelées écoféministes, ni féministes, ni écologistes. Jamais. C'était pas, voilà, c'était juste qu'il fallait défendre ce qui permettait de vivre et de faire vivre sa famille.
Et donc on a là une écologie pratique de femmes qui dépendent directement, en fait, et très très fort, de l'état de l'environnement, juste pour la vie, juste pour la survie, même quelquefois. Donc voilà, on voit qu'on a au moins ces trois réalités-là qui sont quand même des réalités assez différentes. Mais au-delà de ça, la question qu'on a envie de se poser, c'est celle du lien entre, pas simplement l'opportunité de rencontre, c'est-à-dire beaucoup de femmes dans un certain type de mobilisation, mais aller plus au fond la question du lien entre féminisme, lutte des femmes et écologie. Et donc, avoir un peu les écoutilles ouvertes et être capable de reconnaître en ça un féminisme qui peut être pluriel et qui va naître à partir de situations, à partir d'expériences qui, elles, peuvent être extrêmement différentes, mais à partir desquelles naît un militantisme, naît un activisme, naît un mouvement de lutte et de mobilisation. Alors, je vais tout de suite... oh là là, il faut que je fasse plus vite que ce que je fais. Mais là, je vous raconter une histoire. La première... c'est un courant qui est peu connu en France. C'est la première accusation quand même qui est portée sur ce courant de l'écoféminisme. En gros, c'est ce qu'on appelle l'essentialisme. Alors, bon, et c'est particulièrement vrai dans le féminisme en France, qui est celui duquel, pour beaucoup, on se réclame, c'est-à-dire un féminisme matérialiste, un féminisme de lutte de classe, et qui a combattu toujours avec la dernière énergie l'idée que quelque part il pourrait y avoir une essence des femmes, une nature des femmes qui par nature serait comme ceci ou comme cela, parce que le prix à payer de cette essentialisation, de cette façon de dire ben, c'est naturel, et ben, c'est la relégation des femmes dans les tâches dévalorisées, dites féminines, hein, qui seraient en relation avec leur nature et leur rôle naturel de s'occuper des enfants, du foyer, du nettoyage, etc., etc. Et donc, une sorte de réaction extrêmement forte à ça qu'il faut bien comprendre, parce que c'est beaucoup au nom de ben, on est faite pour ça, vous êtes faites pour ça, qu'on nous a relégués dans des situations méprisées, dans des situations d'invisibilité, dans des situations de marginalité et accessoirement, mais pas que accessoirement, sous-payées, sous-qualifiées, bon, voilà, mise à l'écart du monde. Bon. Et alors une partie, je pense qu'il faut avoir en tête qu'une partie des critiques, elles viennent aussi de la forme des mobilisations. C'est-à-dire que des formes d'expression, les formes d'expression des textes écoféministes, par exemple, n'ont pas, comment dire, cette rigueur petit a, petit t, b sous petit a, sous petit b, bien structurées, ont beaucoup des formes extrêmement poétiques. Bon, je ferai la pub après. Voilà, qui n'est pas une façon très habituelle. Bon. Et puis, il y a ce que certaines des penseuses des courants de l'écoféminisme appellent une sorte d'essentialisme stratégique, qui n'est pas un essentialisme au premier degré. C'est en gros, eh ben, puisque vous pensez qu'on est comme ça, puisque vous voulez nous assigner à être comme ça, bah... chiche, d'une certaine manière. Et puis voyons ce qu'il y a derrière. Et puis il y a des critiques qui sont beaucoup plus structurées que ça. Bon, entre autres, une penseuse qui s'appelle Ines Straking, et qui, elle, interroge y compris les points de départ qu'on peut avoir comme féministe. C'est-à-dire l'idée que les questions qui sont posées ne sont pas simplement des questions d'égalité, mais ce sont des questions de savoir dans quelle société, dans quel monde on veut vivre. Et par exemple, elle critique ce qu'elle appelle l'acceptation par les féministes de l'idée selon laquelle les femmes devraient tracer leur route au sein d'une culture définie contre la nature, qu'est-ce qu'on peut constater, ce qu'on constate dans les différentes mobilisations dont j'ai parlé tout à l'heure, plutôt que de contester directement le dualisme fondateur, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une opposition entre la culture, la société et la nature. D'une manière plus simple et plus imagée, elle dit « mais qui veut une part égale d'une tarte cancérogène et pourrie ?» Vous voyez, c'est plus simple que ce que j'ai dit avant. Et donc,
elle dit, ben, alors, utilisons notre identification historique socialement construite, c'est-à-dire qui reprend ce que disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, donc c'est bien une construction sociale qui assigne les rôles et des rôles différents aux hommes et aux femmes. Utilisons ça pour critiquer complètement l'idée selon laquelle la culture s'oppose à la nature et de rassembler les points de vue des féministes et des écologistes. Voilà. Alors, il y a aussi d'autres courants, mais j'ai pris directement peut-être ceux qui apparaissent comme sentant un peu plus le soufre, quoi, comme un peu plus loin de notre façon habituelle de penser, puisque principalement dans le sud de l'Europe, il y a toute une série de militantes féministes, de militantes écoféministes, de nos camarades d'anticapitalistas, de nos camarades dans l'État espagnol ou en Italie, qui se réclament d'un écoféminisme vraiment anticapitaliste, etc., etc. Bon. Mais ça, c'était trop facile de commencer par celle-là. J'ai préféré commencer par celle qu'en général, on pointe le plus du doigt, comme disant « c'est louche tout ça ». Alors, parce qu'en fait, si on veut ouvrir un peu notre réflexion, qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'écoféminisme? En quoi ça nous intéresse? Et sans doute que ce qui est important et intéressant, c'est de prendre conscience de comment, quelquefois, on a des choses qu'on a construites, qui sont construites, et qu'on se laisse embringuer dans ce truc-là. Et que donc, entre autres, ce qu'elle dit sur l'opposition entre culture et nature, bon, entre l'esprit et le corps, entre la raison et l'émotion, et puis entre les hommes et les femmes. Bon, mais que tout est toujours du même côté. C'est-à-dire que du même côté, on va avoir la culture, on va avoir l'esprit, on va avoir la raison et on va avoir les hommes. Et de l'autre côté, on va avoir la nature, on va avoir le corps, on va avoir les émotions, et on va avoir les femmes. Et que c'est pas simplement que le monde, il est séparé en deux, mais qu'il est séparé en deux de façon hiérarchisée. C'est-à-dire que, bien évidemment, tout ce qui est du côté culture, esprit, raison, homme, c'est positif, c'est mieux, c'est plus important, c'est plus raisonnable. Bon. Et de l'autre côté, bah, c'est beaucoup moins intéressant et c'est dévalorisé. Voilà. Donc de voir qu'on est coincé dans ce type de raisonnement. Et puis ce qui est intéressant, c'est de gratouiller encore un petit peu plus derrière et puis de voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette vision du monde comme ça séparée en deux. Et ce que disent les écoféministes, et que je pense qu'il faut partager, c'est que ça masque deux choses. Ça invisibilise deux choses. Un, ce qu'on appelle l'écodépendance, c'est-à-dire le fait qu'on est dépendant de ce qu'on appelle la nature, qu'on est dépendant d'une planète qui est finie, avec des ressources finies, en eau, en air respirable, en terre cultivable, etc. On est dépendant de ça. On ne peut pas s'en dire je m'en fous, tant pis, après nous le déluge, et puis ou le progrès, ou la science, ou la technique, il pourvoira. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on est interdépendant, c'est-à-dire qu'on est dépendant les uns des autres, les humains, qu'on est dépendant des soins, qu'on est capable de se prodiguer ou de ne pas se prodiguer, précisément. Et que donc, ces deux dépendances-là, on essaie de faire comme si ça n'existait pas, comme si on pouvait tout faire, et c'est cette espèce de toute-puissance d'une économie totalement désincarnée, indépendamment des limites physiques et indépendamment des soins et des relations entre les humains. Voilà. Et donc, l'intérêt, c'est quand même de rendre visible ces deux choses qui sont rendues invisibles, qui sont en tout cas masquées, méprisées, niées par le capitalisme et par le productivisme. Alors, dans les choses qui sont cachées et qui vont avec ça, parce qu'il faut continuer à creuser un petit peu, il y a évidemment tout le travail caché des femmes dans le foyer, et il y a l'exploitation de la nature. Et il faut prendre en compte que, ne serait-ce que pour produire n'importe quoi, il faut déjà qu'il y ait les conditions même de cette production. Donc il faut qu'il y ait la nature, la terre, et puis il faut qu'il y ait ce travail prodigué gratuitement, qui est tout ce qui concerne la reproduction. C'est-à-dire qu'avant de devenir un travailleur productif,
il a été enfant, il a fallu qu'il grandisse, qu'ils aient des soins, etc. Et puis même quand on est un travailleur productif, eh ben, on a besoin de manger, on a besoin de se reposer. Puis quand on est plus productif, eh ben, on est vieux et on a besoin de soins. Bon, et tout ça, il n'y a pas de production indépendamment de toutes ces choses-là qui ne comptent pas, qui ne se voient pas, parce que... pourquoi, tiens? Mais parce que ça ne passe pas par le marché. Parce que ça passe pas par... C'est pas de la marchandise. Ça ne s'achète pas et ça ne se vend pas. Donc ça ne rentre pas dans le PIB. Ça ne compte pas au sens... On ne le compte pas. Bon. Et une image forte qui est utilisée par les écoféministes, c'est de voir le système économique sous la forme d'un iceberg. Un iceberg, vous savez, c'est le truc... il y a une petite partie qui se voit au-dessus, et puis il y a une très très grosse partie qui est en dessous, mais qui est beaucoup plus grosse, et puis qui fait que s'il n'y avait pas la partie de dessous, elle n'existerait pas. Bon, et ce qu'elle dit, c'est que c'est exactement comme ça. C'est-à-dire que le marché, tout ce qui passe par la marchandise, tout ce qui est valorisé au sens marchand, bon, c'est la petite partie qui est au-dessus. Mais tout ce qui est important et qui fait tenir tout le reste, c'est-à-dire à la fois le travail de maintien de la vie, tout ce travail invisible, et puis aussi, évidemment, la régénération des systèmes naturels, ce qu'on appelle l'environnement, etc., etc. Et que donc, si on veut voir, il faut voir l'ensemble, le haut et le bas. Alors, le problème, c'est que tout ça, quel est le rapport avec les histoires hommes-femmes? Bon. C'est que dans les sociétés comme les nôtres, c'est les femmes qui s'occupent majoritairement de ce travail d'attention, de ce travail de soins, de ce travail invisible. Pas parce qu'elles sont faites pour ça par essence, bon, mais parce que la division sexuelle du travail assigne ces tâches-là aux femmes. Voilà, et donc ça fait dire aux écoféministes que quand on parle de travail, on ne peut pas parler simplement du travail salarié, il faut aussi parler de l'immense masse de travail gratuit, invisible, qui ne passe pas par le marché, mais qui est cependant totalement, absolument indispensable, puisque c'est tout ce qui concerne la reproduction humaine, la prise en charge des enfants, l'attention aux personnes âgées, la satisfaction des besoins de base, la promotion de la santé, le soutien émotionnel, l'encouragement, enfin tout ce qui fait qu'on tient debout, quoi. Hein. Et juste parce que, bon, c'est quand même pas juste un truc d'écoféministes qui racontent des histoires, je vais donner juste un peu de chiffres. Dans ce qu'on appelle le travail domestique, pour aller vite, hein, dans son périmètre restreint, c'est-à-dire cuisine, vaisselle, ménage, rangement, soins matériels aux enfants, personnes dépendantes, le linge, la gestion du ménage, conduire, accompagner les enfants, etc. Ce travail-là, en France, j'ai les chiffres de 2010, j'en ai pas depuis, c'est 42 milliards d'heures de travail. Le travail salarié, c'est 38 milliards d'heures de travail, le travail salarié rémunéré. Voilà, donc voilà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, d'autant qu'à 72%, c'est du travail qui repose sur les femmes. Voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, bon, alors, et le capitalisme dans cette affaire-là? Est-ce que on est l'NPA, anticapitaliste, etc. Alors là, il faut faire un petit retour en arrière, puisque cette forme d'organisation, elle est quand même directement liée à l'essor du capitalisme. Alors, il y a une chercheuse qui s'appelle Silvia Federici, qui est une Italienne, qui a écrit un livre qui a un joli titre qui s'appelle Caliban et la sorcière, qui a réécrit en gros l'histoire de l'émergence du capitalisme du point de vue des femmes, et qui montre comment il y a une nouvelle division sexuelle du travail qui s'est imposée. C'est pas le lieu, on va pas revenir là sur le fait que la division sexuelle du travail, le fait que c'est pas les mêmes tâches qui sont faites par les hommes et par les femmes, ça date pas du début du capitalisme. Hein. Mais par contre, ce qui est important à voir, c'est comment ça a été remodelé, comment c'est utilisé par le capitalisme, et de savoir quel rapport il y a pour nous entre le combat féministe et le combat anticapitaliste. Au bout du bout, c'est quand même un peu ça qui nous intéresse. Et donc,
c'est d'avoir dans l'idée qu'il y a une oppression millénaire des femmes qui était bien avant le capitalisme, mais que le capitalisme, lui, il va remodeler ça. Il va remettre ça à sa main. C'est-à-dire cette oppression-là, il va l'utiliser pour en faire quelque chose qui lui sert en tant que système. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, ça a été effectivement une séparation entre les lieux, ce qu'on appelle les lieux de production et les lieux de reproduction. C'est-à-dire qu'on n'a plus la même, au même endroit le fait de vivre, d'élever les enfants, de manger, de dormir, de soigner, et puis le fait de produire. Comme dans un système plus paysan ou artisanal, tout ça, ça se fait au même endroit, et c'est pas la même division entre hommes et femmes. Hein. Quand on passe à un travail industriel, un travail qui est à l'extérieur, un mode de travail capitaliste, salarié, en dehors de là où on vit, on a une séparation entre les deux sphères. Hein, entre la sphère du travail salarié et puis la sphère de la reproduction, du soin à la vie, à la maison. C'est ça qui s'organise. Bon. Alors, ça ne s'est pas fait tout seul, mais je n'ai pas le temps de détailler parce que c'est déjà beaucoup trop longue. Qu'est-ce qui se passe? Ce dont on a l'habitude de parler, c'est que dans le capitalisme, il y a un conflit entre le capital, le patron, et puis le salarié. Hein. C'est-à-dire que le capital, lui, va essayer de te payer le moins cher possible pour le travail. Mais suffisamment quand même pour que le travailleur, que je dis volontairement au masculin, puisse continuer à bosser. Il ne faut pas qu'il meure tout de suite. Hein. Il faut quand même qu'il ait de quoi reproduire sa force de travail, la régénérer, etc. Mais il a intérêt à ce que ça lui coûte le moins cher possible. Et une des façons de faire en sorte que ça lui coûte le moins cher possible, c'est effectivement d'utiliser ce travail gratuit, invisible, fait par les femmes à l'intérieur du foyer. Et dans le combat autour de la question du salaire, il y a toujours aussi la question de savoir pas simplement combien on paye l'heure de travail salarié, mais combien on paye pour la reproduction. Bon, alors, ça se déplace. Quand on a un bon rapport de force, qu'on arrive à imposer, par exemple, le salaire socialisé, les cotisations pour les allocations familiales, la sécurité sociale, voilà, on voit bien que va être effectivement pris toute cette partie de reproduction sur les profits. Hein, puisque, de toute façon, il n'y a pas 36 poches. Hein, il y a d'un côté les profits, puis de l'autre côté les salaires. Bon. Mais quand ça permet effectivement aussi d'avoir un certain nombre de choses qui sont prises en charge par les services publics, de manière collective, si possible gratuite, bon, mais pas dans le cadre du foyer. Et on voit bien que quand le rapport de force est plus défavorable aux salariés, souvent ce qui morfle en premier, c'est pas le salaire qu'on touche directement. Ça arrive, hein, quand on te donne un bon comment ça s'appelle là, des accords de compétitivité, bon, ils peuvent faire ça. Mais ce qui morfle souvent en premier, c'est la réduction des services publics, c'est la réduction de la protection sociale, etc. Et ça fait reporter encore plus durement sur les femmes, de manière gratuite, ce travail de reproduction, d'entretien, etc., etc. Et de manière... Parce que ça ne se passe pas non plus forcément immédiatement à l'intérieur de la famille, entre un homme, un papa et une maman, comme ils disent à la Manif pour tous, enfin, dans ce cadre-là. C'est aussi, et les féministes et les écoféministes du sud de l'Europe insistent beaucoup là-dessus, il faut avoir en tête cette masse de travail sous-payé, masqué, etc., qui sont beaucoup confiées à des femmes pauvres, souvent migrantes,
qui sont tous les travaux de soins, d'aide à la personne, etc., absolument sous-payés dans des conditions de précarité, d'invisibilité, etc. Voilà. Et donc c'est cette articulation-là qu'il y a entre le capitalisme et l'utilisation de l'oppression des femmes, bon, qui est un enjeu qui est véritablement un enjeu de classe, mais qui est un enjeu de classe qui va se distribuer spécifiquement par rapport aux femmes. Voilà, donc pour les anticapitalistes, ça a quand même un certain intérêt de regarder ça, et on le regarde pas souvent, et y compris comme féministe, on regarde pas forcément très souvent les choses de cette façon-là. Bon, le deuxième volet, que je ne vais pas aborder plus longtemps là, c'est l'autre dimension qu'on souligne en général comme écologiste, c'est le fait que le capitalisme, il s'appuie aussi sur la destruction de la nature, sur la marchandisation de la nature, de toutes les ressources, etc., et leur destruction, mais la destruction qui sert aussi le capitalisme. Bon. Et donc, c'est important d'avoir ces deux éléments-là quand on veut avoir une critique qui soit vraiment une critique radicale du système capitaliste. Et donc, faut que j'arrête là, non? Je suis un peu au bout du temps, non? Non? Si, je vais... je voudrais dire trois choses quand même au travers de cela. C'est que c'est d'abord vraiment avoir en tête que le capitalisme, c'est pas juste l'opposition entre le capital et puis le travail salarié, que c'est l'opposition entre le capital et tous les travaux, même ceux qui ne passent pas par le marché, même ceux qui sont invisibles. Et puis au-delà de ça, c'est aussi la contradiction avec le respect de la nature. Et donc quand nous, on a notre petit mot d'ordre, vite fait, bien fait, qui dit, ben, il n'est pas là, il doit être là, nos vies, pas leur profit, c'est vraiment prendre en compte ça. C'est-à-dire que l'opposition, elle n'est pas juste entre le capital et le travail salarié. C'est l'opposition entre le capital et la vie même, les conditions mêmes de la vie, de sa reproduction, de sa réalisation pleine et entière. Bon. Et ça a quand même un certain intérêt parce que ça fait qu'on est vraiment beaucoup à avoir, et on a vraiment beaucoup de raisons de vouloir en finir avec ce système. Alors, il y a deux mots quand même pour dire que ça permet aussi de revoir quelles sont les solutions et quelles sont les issues. Bon, on sait que, évidemment, dans ce système-là, c'est normal la question du chômage et de l'emploi, parce que derrière, c'est la question de comment on va vivre, comment on va payer son loyer, comment on va manger, etc., qui est posée. Cette question-là, elle est au centre des préoccupations. Mais si on regarde pour de vrai quel est le sens de tout ça et qu'est-ce qu'on a besoin qu'il soit réellement fait comme tâche, bon, qu'est-ce qui est le plus utile? Si on le regarde du point de vue, si on prend l'idée que le plus utile c'est nos vies, pas leur profit, bon, ben on voit bien que ce qui est le plus important, si on voulait classer les travaux selon l'apport à la qualité de la vie, à la soutenabilité, j'aime pas ce mot-là parce qu'il est compliqué, de la vie, parce qu'il devrait avoir de la valeur, c'est d'abord, je sais pas, l'éducation, la production dans une agriculture respectueuse, agroécologique, etc. C'est tous les travaux qui sont relatifs à la santé, à l'hygiène. Vous savez, tous ces travaux plutôt féminins et plutôt dévalorisés, ben c'est ceux-là qui sont en fait les plus importants pour la vie. Et puis, sans doute que à l'autre bout, jouer en bourse, fabriquer des armes, fabriquer des grands projets inutiles, ben ça ne vaudrait pas un clou. Ça ne vaudrait pas un clou. Parce que ça n'a aucun sens et ça n'a aucune utilité pour nos vies. Donc c'est
vraiment, je pense, un apport énorme à une idée de se remettre la tête à l'endroit un petit peu, hein, et de se dire, partons de ce qui est essentiel. Donc, ce qui est l'invitation et ce qu'on doit, me semble-t-il, faire nôtre, c'est cette idée qu'il faut changer radicalement de direction, qu'il faut promouvoir effectivement quelque chose qui change, les normes. Voilà. Je vais juste terminer sur cette idée-là, mais qui est une idée qui est valable entre l'écologie, l'anticapitalisme et le féminisme, c'est-à-dire que on a tout intérêt à avoir une vision ouverte de ce qu'est l'anticapitalisme, à la fois sur la question de l'oppression des femmes et sur la question de la destruction et du pillage de la nature. Alors c'est vrai que le terme écoféminisme, il fait un peu débat, donc moi je dirais à la limite qu'on s'appelle écoféministe ou pas. Bon, c'est pas le plus intéressant, le plus important, c'est d'être capable d'avoir un projet de société qui soit vraiment anticapitaliste, radicalement anticapitaliste dans toutes ses dimensions. Et puis je finirai juste, parce que c'est beaucoup plus beau que tout ce que je serais capable de dire, par une citation de Daniel Ben Saïd, donc camarade, voilà, qui dit « Les intérêts contraires de classe, de sexe, de génération, de nation s'enroulent, se croisent, se tressent à des rythmes différents, selon des temporalités sociales, sexuelles, psychiques différentes. Sous la férule despotique du capital, il n'y a que Daniel pour écrire des trucs comme ça, hein, et de ses fétiches vindicatifs, la diagonale du front de classe traverse et recoupe celui du féminisme comme celui de l'écologie. » Alors, je ne suis pas sûre que Daniel se serait défini comme écoféminisme, mais en tout cas, moi, je ne vois pas de plus beau résumé, et d'une invitation qui soit, je pense, une invitation qui est absolument essentielle aujourd'hui, à avoir, dans une situation qui est une situation difficile, hein, je veux dire, c'est quand même réveillé, c'était ce matin ou c'était hier, hein, avec l'annonce de la signature par Trump du décret qui supprimait l'Obamacare. C'était pas l'alpha et l'oméga, l'Obamacare, mais enfin quand même, voilà, hein, c'est ça. La situation du monde, si on regarde chez nous, c'est pas beaucoup mieux. On voit bien que pour beaucoup, ce qui fait le miel et ces gens-là dans la même phrase, ça va pas ensemble. Enfin, ce qui permet l'essor de ce type de monstre, Trump, mais nous, on n'est pas à l'abri d'une Le Pen ou d'un Fillon, c'est qu'une part du désespoir, du désarroi provoqué par l'offensive tellement brutale du néolibéralisme, une part de ce désarroi-là, il se reporte sur à peu près les pires ennemis. Le problème, c'est qu'ils y arrivent juste parce qu'en face, il n'y a pas un projet qui fasse vraiment envie. Bon, et que pour beaucoup, les dominants, qui ne sont pas forcément immédiatement pour ces solutions aussi brutales, peut-être qu'ils s'y feront et qu'ils s'en accommoderont parce que le capitalisme est capable de s'accommoder de beaucoup de choses. Mais en tout cas, ils ont joué, c'est ce qu'a fait Hillary Clinton, et c'est ce que font les candidats, je ne sais pas qui sortira du PS, mais en gros, l'idée, finalement, c'est très bien d'avoir des vrais horribles, des vrais méchants en face de nous, parce qu'au moins, on va pouvoir se la péter rempart. C'est-à-dire que vous ne nous aimez pas trop, d'accord, mais vous êtes bien obligés de voter pour nous pour empêcher le pire. Bon, cette politique du rempart face au moindre mal, c'est le plus court chemin pour arriver au pire. Et le problème qu'on a, nous, c'est de reconstruire autre chose, quelque chose qui donne envie. Et la reconstruction de ce quelque chose qui donne envie ne peut pas faire l'économie de ce que sont les luttes réelles, de ce que sont les résistances réelles, de ce que sont les révoltes réelles. Et ces révoltes, elles sont diverses, elles sont variées, elles sont de ceux et celles qui se battent sur la question des salaires et des conditions de travail, mais elles sont aussi ceux et celles qui s'opposent au grand projet inutile à Notre-Dame-des-Landes, ceux et celles qui sont concrètement dans la solidarité avec les migrants, à l'inverse de toute la propagande raciste, xénophobe, islamophobe.
Et le problème, c'est que souvent, ça, c'est non seulement des combats parallèles, mais en même temps des combats qui n'arrivent pas à se trouver comme commun. Bon, et tout l'objet, et je pense, le petit exercice de gymnastique mentale que j'ai essayé de faire autour de l'écoféminisme, c'était cette idée-là. C'est-à-dire de trouver dans nos combats tout ce qui les relie, tout ce qui fait intersection, tout ce qui fait transversal, tout ce qui peut aller ensemble, parce qu'on ne construira rien de neuf et de nouveau en oubliant la dimension sociale, ou en oubliant la dimension féministe, ou en oubliant la dimension du combat contre le racisme, ou en oubliant la dimension de l'écologie. Il faudra prendre en charge l'ensemble de ces questions-là. Et c'est ça, je pense, qui est un petit peu amorcé autour de cette histoire d'écoféminisme, qu'on l'appelle comme ça ou pas. Voilà. Et nous, notre anticapitalisme, celui qu'on a envie de porter, c'est exactement celui-là. C'est-à-dire que quand on réfléchit à ce que pourrait être un programme, à ce que pourrait être un projet, c'est pas en fonction de l'ère du temps et ce qui va flatter les plus mauvais côtés pour faire des voix. Bon, ou en fonction. C'est en fonction d'un projet de société qui met au cœur ces questions-là de la vie avant les profits, du respect des besoins sociaux dans le respect des limites écologiques, et donc qui met au cœur des choses essentielles comme la réduction massive du temps de travail, parce que c'est la précondition pour en finir avec le chômage, mais aussi pour poser autrement la question du travail et du partage du travail dans tous les sens. Quand on dit partage du travail, ça veut dire aussi partage des tâches dites domestiques et invisibles, qui pose évidemment la question de l'expropriation, et d'une appropriation qui soit une appropriation qui permette la maîtrise collective, qui permette la discussion collective sur ce qu'on doit produire, comment on doit le produire, comment on va sortir du nucléaire, mais aussi sortir des énergies fossiles, comment on va faire des renouvelables, mais comment on va aussi économiser l'énergie, parce que sinon on s'en sortira jamais, bon, etc., etc. Donc c'est ce type de programme-là dont on a besoin, et ça c'est le sens pas seulement du NPA, pas seulement de la candidature de Philippe, mais ce qu'on a besoin de construire et de reconstruire toutes et tous ensemble, à partir de nos combats, mais en faisant ensemble un projet qui soit un projet commun. Voilà.